La série Pluribus cherche bien évidemment à vous rendre Carol, sa protagoniste, quasiment insupportable. S'exciter pour dire combien on la déteste, qu'elle est énervante, c'est s'arrêter à un niveau terriblement superficiel. Carol est malheureuse, seule, en deuil, désespérée et perdue dans une situation incroyable pour elle, un point de départ idéal pour un long chemin d'évolution. Cette vidéo est destinée à celles et ceux parmi vous qui ont vu l'épisode 3, toujours disponible sur Apple TV. Difficile de faire plus froid que ce cold open 7 ans avant le grand basculement du virus qui a transformé presque toute l'humanité en unissant les consciences et en faisant de fait disparaître toute forme d'individualité et de libre arbitre. J'ai déjà souligné l'évidence des couleurs bleues et jaunes dans la série, il n'y a que du bleu dans cet hôtel de glace qui sert à nous démontrer combien l'incapacité de Carol au bonheur, à s'autoriser à apprécier le moment présent, à voir le bon côté des choses, ne date pas de l'apparition du virus. Le jaune semble toujours associé au point d'individualité et c'est ce qui rend le motif de la robe portée par Zoggia dans l'avion si intéressant. On peut y voir une projection des attentes de Carol sur elle, ou peut-être une forme d'indice de ce qui pourrait survenir si Carol parvenait enfin à forcer la conscience collective à faire des choix ou à poser des jugements qui ressembleraient aux prémices d'une conscience individuelle. Pour l'instant, cette individualité est bien seule et isolée, comme cette bande d'incendie jaune perdue dans un coin du plan devant chez Carol, tandis que Zoggia se tient devant sa voiture bleue, bien sûr. Pour revenir à la personnalité difficile de Carol, Hélène voyait bien en elle quelque chose de toute évidence, quelque chose que nous, spectateurs, devrons deviner petit à petit. On apprend aussi dans cette scène de l'hôtel que Carol a payé 100 000 $ pour faire congeler ses ovocytes. Pour résumer, Carol est antipathique, misanthrope, incapable de profiter d'un bon moment, mais souvent aussi, il faut dire qu'on en veut aux personnes qui affichent leur tristesse, car cela met en évidence le conditionnement poli consistant à faire toujours semblant d'aller bien. Cet épisode 3 du Pluribus continue d'explorer diverses métaphores concernant aussi bien notre condition humaine que notre époque, et sur lesquelles je reviendrai en temps voulu, tout en posant les bases d'une nouvelle approche de la situation pour Carol. Exactement comme je le prévoyais dans mon analyse des 2 premiers épisodes, les retours qui insistent sur le fait que la série est trop lente, ennuyeuse, commencent à se multiplier. Ce type de critique n'est pas interdite, bien sûr, ce n'est pas la question, mais disons que cette impatience pendait au nez d'une telle série. Je préfère pour l'instant suivre l'ensemble de la saison avant de poser un début de jugement sur le rythme, car il me semble parfaitement adapté dans les 2 premiers épisodes. Le 3e continue de manière cohérente l'exploration d'une situation totalement inconnue pour Carol, sachant que traiter des sujets comme la solitude, l'illusion d'indépendance, la nature profonde de l'expérience humaine demande un tempo adapté. Dans l'avion, la conscience collective a mis de véritables pilotes, du temps de leur individualité du moins, pour rassurer Carol. Encore une fois, tout est fait pour répondre à ses demandes et la contenter. Ce comportement dans la conscience collective semble s'appuyer d'abord sur une sorte d'impératif lié au virus, avec cet objectif du bien-être de tous, sachant qu'on peut supposer aussi qu'il veuille éviter au maximum les sautes d'humeur de Carol susceptibles de causer des paralysies mondiales et des millions de morts au passage. Le contact avec l'immunisé du Paraguay et l'échange d'insultes laissent présager un état d'esprit relativement proche chez lui de celui de Carol, ainsi qu'une rencontre qui semble inévitable entre les deux à un moment ou un autre de la série, peut-être cette saison. Lorsqu'elle est de retour chez elle, la solitude de Carol est soulignée encore une fois par des compositions de plans, notamment lorsqu'elle regarde le courrier sur sa table, dos à sa porte, avec l'essentiel de l'image qui est occupée par du mobilier qui n'exprime que l'absence d'Hélène. Et surtout la perception de cette absence qu'on retrouve dans la douleur chez Carol de voir le nom d'Hélène sur une enveloppe pour la dernière fois sans doute, des éléments qui préparent la colère de Carol alors qu'elle découvre le dernier cadeau de sa compagne et ne supporte plus d'entendre la conscience collective évoquer les pensées, la mémoire de celle-ci. Vous l'aurez sans doute remarqué, la réalisation de l'épisode est très affirmée, toujours sur le thème central de la solitude. Parfois, Carol est présente dans un plan sans même être visible, tellement elle est écrasée par l'absence, comme lorsque la caméra filme son canapé de derrière, avec sa télé en fond, tandis qu'elle regarde un DVD de la série Golden Girls. J'ai l'impression que le deuil de Carol est la seule chose qui lui appartient en propre, et elle s'y accroche désespérément. De fait, chaque intervention de la conscience collective semble s'immiscer davantage dans son processus, et son exaspération va donc crescendo. Le plan du reflet de l'actrice de Golden Girls sur le DVD posé sur la table devant le canapé est vraiment très fort, encore plus quand on fait le lien entre Carol et la personne dont l'histoire est racontée dans la série, une femme incapable de sourire. Tandis que Carol a de toute évidence besoin d'intimité, la conscience collective s'invite jusque dans l'intérieur de son réfrigérateur. On peut dire tout ce qu'on veut de Carol, mais qui ne serait pas agacée par une telle irruption dans son quotidien à sa place, alors qu'elle tente d'encaisser
un double choc émotionnel majeur. À ce sujet, je ne sais pas si vous avez la même lecture, la même impression que moi, mais je pense qu'on pardonne bien plus souvent les coups de sang et les caractères de cochon aux personnages masculins qu'aux personnages féminins. Prenons l'exemple célèbre de Walter White de Breaking Bad, qui est un type souvent insupportable, mais certains lui passent tout alors qu'on s'acharnait sur Skyler, son épouse. Alors certes, il y avait là un mélange de raisons, car concrètement Skyler était parfois un frein au développement dramatique souhaité par les téléspectateurs, ce qui était un problème d'écriture, partiellement, mais il ne fait aucun doute qu'on juge plus durement le caractère des femmes que celui des hommes de manière générale, dans la fiction comme ailleurs. Toute la séquence du supermarché vide qui va être réapprovisionné pour le seul usage de Carol est une belle manière de traiter de l'illusion d'indépendance que chacun d'entre nous peut nourrir, tout en vivant dans une société dans laquelle tout est interdépendant. L'approvisionnement des villes s'appuie sur tout un circuit de transport national et international qui pourrait éventuellement s'arrêter du jour au lendemain et semer un chaos et une panique indescriptibles. L'individu dépend du bon vouloir du reste de la société, ou du moins du maintien de son fonctionnement. Tout ce déploiement de camions, très bien filmé d'ailleurs pour une seule personne, et toutes les pertes de nourriture périssable qu'on peut aisément imaginer, pointent les aberrations du gaspillage, de la surabondance qu'on trouve dans les pays les plus riches, bien entendu, tandis que des gens sous le seuil de pauvreté, que ce soit dans ces mêmes pays riches, ou alors bien plus loin, n'ont pas les moyens de vivre dignement, ni de se nourrir correctement. On trouve un peu ici une image d'un individu riche du monde développé, comme on dit, petit prince choyé, inconscient de sa chance et de l'impact terrible de son mode de vie sur les ressources finies de la planète. Mais que représentent alors tous ces individus souriants au service des caprices de Carol, les employés anonymes d'entreprises énormes, les drones d'une intelligence artificielle générale devenue seule interlocutrice de Carol? À vous de me dire. Car oui, bien sûr, j'ai vu et j'avais déjà vu pour les 2 premiers épisodes ces théories qui font de l'IA, de l'intelligence artificielle, la thématique principale de cette série, notamment parce que Vince Gilligan a publiquement pris position contre l'IA, notamment l'IA générative, mais pas que, je suppose. Il est fort possible que ce soit une des pistes de réflexion pertinentes pour interpréter la série, mais c'est loin d'être la seule. Ce qui est ironique, c'est de voir que finalement Carol a pris un plat surgelé, que les consommateurs américains ont même reconnu comme étant de la marque Lean Cuisine, alors que bien sûr elle pouvait prendre tout ce qu'elle voulait dans ce supermarché et cuisiner ce qu'elle souhaitait. Les coupures d'électricité confirment que la conscience collective vise une efficacité maximale dans l'usage des ressources. Il serait intéressant de voir comment les humains unis vivent concrètement au quotidien, où ils dorment, comment on définit ce qu'ils mangent, si la plupart des métiers non indispensables à la subsistance ont été arrêtés, etc. On devine donc une version extrême d'un fonctionnement collectif qui efface absolument toute velléité ou prise d'initiative individuelle. C'est une ruche ou une fourmilière, sachant que même dans ces cas, les insectes ont sans doute un peu plus de liberté de décision que les humains de la conscience collective, qui savent littéralement tout ce que fait tout le monde à tout moment. J'ai pu voir des retours qui estimaient que c'était positif comme situation, et j'ai du mal à comprendre comment on peut voir cela comme positif pour l'humanité qui a littéralement cessé d'exister au final. En revanche, pour les autres espèces vivantes de la Terre, oui, c'est sans doute la meilleure des nouvelles possibles. Lorsque Zoggia apporte la grenade à Carol et que celle-ci propose un verre et une discussion, on ne peut que constater que cette conscience collective dispose de tout le savoir cumulé de l'humanité, mais sans les capacités d'une personne lambda de percevoir avec finesse les fluctuations de l'humeur d'une autre personne. Le processus d'union leur rend tout facile et évident tout en perdant l'incertitude qui fait toutes des interactions humaines, comme cette conversation vide de sens qui se transforme en récitation de savoir accumulé, ce qui fait en l'occurrence très intelligence artificielle en effet. Les humains unifiés sont incapables d'être dans le moment présent ou une expérience en particulier car ils ont conscience de tout à la fois. Ce qui est amusant, c'est que Carol n'y parvient pas bien non plus à être dans le moment présent, car elle se projette toujours sur le négatif d'une situation, et de ce point de vue, on distingue une forme d'achoppement en commun entre ces deux extrêmes opposés que sont Carol et la conscience collective. L'explosion de cette grenade et le fait qu'elle soit réelle souligne d'une part que Carol commence à avoir un début de comportement suicidaire, car le risque que la grenade soit réelle devait être non nul quand même dans son esprit, mais surtout, c'est une manière d'interroger le libre arbitre et la responsabilité individuelle. Dans cette métaphore de la grenade, je vois une réflexion sur la liberté de choix, c'est une des grandes questions débattues par les théologiens. S'il existe, pourquoi Dieu autorise-t-il l'existence du mal et la possibilité pour tout un chacun de commettre les pires actes imaginables? L'une des réponses, ultra simplifiée bien sûr, c'est que sans liberté de choix, le bien et le mal n'existent plus. Lorsque Zoggia sourit alors qu'elle est assez grièvement blessée au sol devant chez Carol, on voit bien à quel point le comportement de cette conscience collective est diamétralement opposé à l'expérience humaine cloisonnée par nos consciences individuelles, seule expérience sur laquelle nous basons toutes nos actions. La surenchère des demandes face aux livreurs DHL et médecins de service commence à ouvrir la voie à une réflexion pour Carol. Ici, l'idée n'est pas de laisser entendre qu'elle va vraiment demander une bombe nucléaire,
bien sûr, mais qu'elle a commencé à percevoir le début d'une hésitation dans la conscience collective. Plutôt que de tester les limites de ce qu'elle peut demander, comme leur dire que pour son bonheur, il faudrait qu'ils se mettent à travailler sur un remède au virus, je pense que la série va vite s'orienter sur la quête de Carol pour forcer cette conscience collective à faire des choix moraux et, si possible, à développer une forme de personnalité. Carol a déjà pointé du doigt la contradiction profonde de la conscience collective qui souhaite à la fois œuvrer au bonheur de Carol tout en lui imposant, dès que possible, le fait de rejoindre les humains non immunisés dans leur état, qu'elle le veuille ou non. Cette conviction que ce mode d'existence est forcément le meilleur possible et le garant d'une vie heureuse vient révéler, je crois, un autre axe de réflexion de la série, à savoir la difficulté mais aussi la nécessité de garder un esprit assez ouvert pour se dire qu'un mode de vie différent de notre idéal ou même de nos habitudes peut être en revanche celui souhaité par d'autres personnes. Je ne pense pas que l'idée de la série soit de prôner un relativisme absolu et de dire que tout se vaut et que toute pratique culturelle devient de fait impossible à soumettre à la pensée critique ou à une évaluation morale. Il s'agit plutôt de pointer que la certitude absolue et imposer à autrui que tel mode de vie est souhaitable constitue une attitude plutôt effrayante. Cet épisode 3 avait toute sa place dans la construction narrative de la série, dans la construction de l'état de départ du personnage central et la découverte des méthodes et des failles éventuelles de la fameuse conscience collective. J'ai préféré sans doute les 2 premiers épisodes, très certainement le premier en tout cas, en termes de pur ressenti, mais la série poursuit sa proposition exigeante et réfléchie avec une photographie et une réalisation de haute volée, au niveau de l'interprétation toujours excellente. Donc j'attends de voir avec impatience la suite, et j'attends aussi vos propres avis et commentaires bien sûr pour soutenir la chaîne et cette vidéo. Vous savez comment ça fonctionne, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!